basse, empêcher les forces d'attraction, le rapprochement entre membranes. Alors, non seulement ça empêche les liaisons homophiliques NCAM-NCAM, mais également les cadrines, qui sont d'autres molécules qui, exactement pareil, font de l'adhésion homophilique et qui souvent sont co-exprimées avec NCAM. S'il y a PSA, les cadrines non plus ne peuvent plus, bon, c'est une histoire de physique finalement, se rencontrer. Donc, ce type d'expérience nous a permis de proposer que le sucre PSA était un régulateur global des interactions cellulaires. Plus récemment, puisque les technologies ont avancé, nous avons fait d'autres expériences au niveau de la molécule encore, puisque ce que l'on sait, c'est que dans une membrane, les molécules NCAM elles-mêmes ont tendance à clustériser ou à interagir donc en cis avec d'autres molécules transmembranaires, en particulier des récepteurs aux facteurs de croissance, comme le récepteur FGF ou le GDF. Alors, on s'est demandé comment est-ce que le sucre PSA influence le comportement de la molécule NCAM dans une membrane. Pour ça, on a pris des cellules ici, TE671, qui sont capables de synthétiser NCAM lysoforme 140 avec du PSA. Nous avons tagué NCAM avec une étiquette fluorescente, GFP, et puis nous avons par deux techniques qui sont le spot frap, l'imagerie moléculaire, spot frap et la FCS, regarder le comportement de ces molécules lorsqu'elles avaient le PSA, et lorsqu'on clique le PSA, ça on peut le faire facilement en utilisant une endoneuraminidase qu'on extrait du FHCAM. Donc on regarde d'abord comment ça bouge quand il y a PSA, on traite la même cellule, on enlève PSA et on regarde ce que ça fait. Alors pour les spécialistes, donc le FRAP c'est assez simple au moins conceptuellement. On bleach, on éteint la fluorescence d'un spot de la membrane, et puis au cours du temps, on attend, on regarde combien de temps il faut pour que les molécules soient à nouveau recrutées dans ce spot. Et donc ceci, ça donne cette information, donc mobilité de molécules à la membrane, et également clustering de molécules à la membrane si ce n'est pas tout récupéré. L'autre technique, c'est un peu différent. On regarde le comportement de molécules, cette fois-ci, dans d'un ensemble de molécules, dans un volume confocal, et on regarde combien de temps elles restent dans ce volume, etc. Et là, l'information, c'est également la mobilité, mais également le clustering de la molécule. Donc, les résultats que nous avons eus sont les suivants. Les deux techniques sont tout à fait congruentes, donc ça c'était encourageant. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a environ 15% ici avec la FCS, un peu plus avec le FRAP, 20% de molécules qui sont engagées vraisemblablement dans des interactions, dans des clusters. Le reste, et donc ça c'est beaucoup, 80% des molécules sont mobiles à la membrane. Que l'on enlève ou pas le PSA. Mais lorsque l'on enlève le PSA, la pente ici qui donne le coefficient de mobilité, ou ici qui est le coefficient de diffusion dans les frappes, montre que les molécules, les cellules qui n'ont pas été traitées, et donc les molécules qui portent le PSA, sont 2 fois plus mobiles sur une membrane que les molécules NCAM elles-mêmes. Ça c'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a donc ce bulk elles sont plus grosses. Néanmoins, les charges font probablement qu'elles contractent moins d'interactions avec les molécules voisines. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas sans influence quant aux interactions en cis que ces deux types de molécules vont contracter sur une membrane, et donc au comportement de la cellule par la suite. Donc ça, c'était les études, pour illustrer certaines études qu'on fait donc en imagerie moléculaire ou reconstitution de molécules isolées dans des membranes, donc au niveau moléculaire. Maintenant, qu'est-ce que fait PSA au niveau cellulaire? Ça, c'était facile à voir. Ça facilite
facilite le mouvement des cellules et la pousse des axones, par exemple ici. Et là, ça c'est un test que nous avons mis au point où, lorsqu'on met dans du collagène un morceau de zone sous-ventriculaire où il y a les progéniteurs neuronaux, ceux-ci ont tendance à migrer et à pousser ce qu'on appelle des myélites. Lorsque il n'y a pas de NCAM du tout, donc ça c'est une souris transgénique que nous avons faite où on a éteint NCAM, cette migration n'a pas lieu. Mais de façon plus intéressante, lorsqu'on prend le contrôle normal, on traite avec un ON, on enlève PSA, on voit que la migration est empêchée. Donc PSA favorise bien la migration. On peut faire le même type d'expérience sur des axones isolés. Mais donc ça c'est vraiment le message, c'est une molécule qui aide au mouvement. Au niveau du tissu, si vous regardez l'embryon, il y en a partout, sur tous les neurones qui se développent, jusqu'à ce qu'ils aient fait des synapses à peu près. Là où ça a été plus intéressant, et ça l'est toujours, je crois, c'est lorsque nous avons regardé dans des couples, ici sagittal, de cerveau adulte. Nous avons, et là c'est le marquage, on voit que l'anticorps PSA marque très très clairement cette structure. Et ça c'est intéressant parce que l'on sait maintenant que dans les zones sous-ventriculaires chez l'adulte, il y a ce qu'on appelle une neurogénèse adulte, vous avez dû en entendre parler, création de nouveaux neurones qui migrent le long de ce trajet qu'on appelle rostral myelotonic RMS, et qui vont remplacer certains neurones GABAergiques dans le bulbe olfactif, donc neurogénèse chez l'adulte. Lorsqu'on a fait des marquages sur l'hippocampe, on a vu également du marquage PSA, ça c'est l'autre, c'est une autre zone où de nouveaux neurones se créent chez l'adulte, et bon, c'est les deux seules zones à mon avis où il y a des nouveaux neurones. Et ça intéresse beaucoup les gens qui travaillent sur le vieillissement, parce que plus vous êtes vieux, moins il y en a. Donc peut-être qu'on épuise le stock de formation. Ça aussi intéresse beaucoup les gens qui travaillent sur la mémoire, parce que par exemple, si vous faites de l'exercice, etc., vous avez plus de ça, alors peut-être plus de création de nouveaux neurones. Bon, moi je ne travaille pas dessus, mais c'est un outil qui les intéresse et qui les intéresse et qu'ils utilisent avec plaisir. Une autre zone, ça c'est un peu différent, c'est l'hypothalamus. Là, ce ne sont pas de nouveaux neurones, ce sont des neurones qui vraisemblablement font un cycle jeune mature sous l'influence d'hormones. Par exemple, si vous prenez une souris vierge, elle a plein de PSA ici en rouge dans l'hypothalamus, autour de ces neurones qui font l'ocytocine. Lorsque la souris est prégnante ou lorsqu'elle allaite, le PSA disparaît. Lorsque on sèvre les petits, ce neurone se revient dans une espèce de... C'est curiosité, je trouve intéressant, et qui intéresse les neuroendocrinologistes. Mais donc, un outil pour étudier ce qu'on appelle finalement la plasticité, puisqu'il y a du mouvement, création de neurones, etc., dans le cerveau de l'adulte. La vraie expérience de mon avis prouve que finalement c'est bien le sucre qui est important dans cette plasticité du cerveau, c'est la suivante. Là, ce sont des souris knockout où ont été délétées les deux enzymes qui sont capables de faire le PSA. Vous voyez, il n'y en a plus. Néanmoins, cette souris ici, c'est le double KO, explique toujours NCAM, mais sans son PSA. Et lorsque l'on regarde cette souris, double KO, par rapport au contrôle ici, l'hétérozygote, on voit que le bulbe olfactif est plus petit. Et lorsqu'on fait des coupes sagittales, on voit que les neurones que je vous ai décrits tout à l'heure, qui normalement migrent vers le bulbe, n'arrivent pas tellement à bouger et finalement s'accumulent et meurent là, ce qui explique ce phénotype-là. Donc c'est vraiment le sucre qui permet cette migration et qui conduit à ce phénotype. On a le même phénotype sur la souris NCAM-KO, et ça c'est normal puisque NCAM étant le seul carrière d'acide polycyclique, il n'y en a pas et donc sa phénocopie
Mais donc ça, pour moi, c'était une manip importante qui montre qu'un carbohydrate est un acteur de la plasticité au niveau tissulaire, par rapport à ce que nous avions vu dans les essais sur des cultures. Donc ce que je vous ai dit, c'est que voilà, moi, ça m'intéresse de regarder à plusieurs niveaux, mais également que ça m'intéresse dans certaines situations de voir si on peut transposer à des pathologies. Et donc nous avons regardé la réexpression de ces molécules NCAM polycyanidées dans deux types de pathologies. Ici, des lésions du système nerveux central, plutôt de la moelle épinière, où l'on voit qu'il y a, normalement chez l'adulte, à ce niveau-là, il n'y en a plus, mais il y a une réexpression qui se fait assez transitoirement, ça diminue, et que les structures qui expriment le PSA, ce sont les axones qui tentent de repousser. Donc c'est une réinitialisation finalement de mécanismes qui normalement ne se produisent que dans le développement, mais qui, pour certains axones et pas tous, peuvent se reproduire dans le système nerveux central de l'adulte. Nous avons regardé avec des collègues ici, en particulier Dominique Filgar et Alain Branger, l'expression de PSA dans les tumeurs d'origine neuroectodermique. Alors là, c'était intéressant aussi parce que toutes les tumeurs les plus agressives d'entre elles expriment cette molécule NCAM polycyanidée et leur métastase également. Donc tous les méduloblastomes, une partie importante de glioblastomes, certaines tumeurs neuroendocrines, etc. Donc ça intéresse les collègues qui sont dans ce domaine. Et donc, ce que nous avons également fait avec eux, pour vous montrer que l'anticorps n'est pas seulement un outil de diagnostic, mais peut-être aussi de pronostic, c'est de doser le PSA dans des résections de tumeurs, lorsqu'on opère le malade qui a un glioblastome, et de regarder le devenir de ce malade en fonction du contenu de PSA dans sa tumeur. Et l'on voit ici que lorsque PSA est élevé, plus de 30 microgrammes, ça c'est une valeur arbitraire que nous avons choisie pour faire deux classes de malades, on voit que c'est pas très bon du tout s'il y a trop de PSA dans la tumeur, probablement parce qu'elle va s'étendre beaucoup plus vite dans le cerveau aussi. Donc, outil de diagnostic. Alors, cet ensemble de résultats nous a fait penser que peut-être ça serait bien si dans certaines situations, par exemple les tumeurs, on pouvait supprimer le PSA, donc chercher une thérapie, supprimer le PSA, ou au contraire, dans des lésions du système nerveux pour encourager les cellules à régénérer, à migrer, leur refournir du PSA lorsqu'elles en font pas. Alors bien sûr, il y a la thérapie génique ou le traitement par RNAi, mais enfin, moi, je ne suis pas très spécialiste là, et pour appliquer in vivo, je pense qu'il faut beaucoup de temps. Donc on s'est dit, on va se tourner plutôt vers les molécules, vers la chimie en quelque sorte. Alors, bien sûr, une façon c'eût été de synthétiser ce sucre, mais il est gros, et c'est très difficile, et il n'est pas très stable non plus. Alors, une idée qui n'était pas la mienne, mais qui a été dans un contrat européen que j'ai après coordonné, c'était les sucres, on ne va pas toucher, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, mais on va essayer de screener une banque de peptides, une très grande banque de peptides, en se disant que dans cette banque, il y aurait probablement certains d'entre eux qui seraient reconnus par l'anticorps anti-sucre, donc qui mimeraient une certaine conformation et une certaine charge, et peut-être pourraient donc assumer certaines des fonctions de PSA. Bon, je croyais quand même ça trop, mais nous l'avons fait avec une compagnie au Danemark, et effectivement, bon, et ça, je ne suis pas trop surpris non plus, mais on a trouvé des peptides qui étaient très bien reconnus par